第一世界。墓地は燃えていた人は、北に溺れ禁じられた太陽に手をかけた。墓地の住人たちは祈った。太陽神が釣れた。しかし、怒りに触れた太陽神は、月下の闇とともに、世界を使徒ほどへ飲み込んだ。もう二度と会えなくなった。第二世界。虚無を吹く葉があった。森の神が残した魔物。ただ叩の音を広げる太陽。三日月の民が門を捨てた。満月の民もまた門を出た。人は太陽をやたし神となった。海の神が怒りきれった。もう二度と会えなくなった。第三世界。混沌に数空が漂っていた。忘れられた火が声を上げた。太陽神は踊り笑った。そして世界の7割を解いた。太陽が帰ってきた。新しい夜明けが来る。またきっと会える。Il y a bien longtemps, le monde n'était qu'un seul continent. Puis, à la fin du premier monde, il fut brisé. Et une immense cicatrice rouge s'enroula autour du globe, séparant les peuples à jamais. Lors du deuxième monde, la mer submergea les terres, éclatant le monde en fragments d'îles éparpillés, rendant toute réunification impossible. Mais un jour, le troisième monde prendra fin, la grande ligne rouge s'effondrera, l'océan se retirera, et ce qui a été perdu se reformera en un seul morceau, une pièce, One Piece. Et si je vous disais que nous avons enfin les pièces manquantes de ce puzzle? L'origine des fruits du démon, Mother Flame, l'énergie antique illimitée dont Vegapunk a parlé, la vérité sur Nika, les Lunaria et les habitants de la Lune, ainsi que le Soleil, clé de l'aube nouvelle. Pourquoi le monde a-t-il été réinitialisé 2 fois? Quelle est la véritable nature de l'utopie qu'Oda nous promet depuis plus de 2 décennies? Ce n'est pas juste une histoire de pirates, c'est une histoire sur les rêves. Et ce que nous poursuivons depuis le début, c'est l'aube d'un idéal que vous n'allez pas tarder à découvrir. Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo théorie. Si vous êtes passionné par One Piece et que vous aimez explorer les théories les plus audacieuses pour découvrir la vérité, vous êtes au bon endroit. N'oubliez pas de liker, partager et vous abonner à la chaîne pour ne rien manquer, activez la cloche pour recevoir les notifications et laissez un commentaire. Merci à ceux qui prendront le temps pour tout cela. Installez-vous confortablement, préparez-vous à plonger au cœur des mystères de cette œuvre légendaire et explorons ensemble les secrets qui pourraient bouleverser à jamais le monde de One Piece. Allez, bonne vidéo! Si vous aussi vous vivez chaque semaine comme un nouvel épisode de One Piece, que votre vie c'est de courir d'un objectif à l'autre comme Luffy court après le One Piece, alors laissez-moi vous présenter une boisson qui mérite clairement sa place dans votre équipage, Oli. Oli, c'est une marque de boisson énergisante et de thé glacé sans sucre, aux arômes et aux colorants 100% naturels, avec moins de déchets, pas de taurine et surtout, un goût qui claque comme un coup de haki des rois. Il y a 3 gammes pour s'adapter à votre rythme de pirate. La gamme énergie, pour les longues journées ou les combats mentaux, boostée à la New Caf, une caféine cristallisée qui agit dans le temps, idéal si vous bossez, jouez ou essayez de lire les scans à 3h du matin. La gamme hydratation, parfaite après un gros entraînement ou une nuit agitée, enrichie en potassium, magnésium et eau de coco pour une récup au top. Kiwi pomme ou citron, on est loin des boissons fades d'épicerie. Et bien sûr, la gamme Iced Tea avec ses antioxydants et vitamines. Idéal pour se poser à la fin d'un épisode intense, comme si vous étiez sur le Sunny au coucher du soleil. Pour découvrir vos goûts préférés, je vous conseille les packs découvertes. Des box avec une majorité de saveurs pour tester avant de choisir votre favori. Personnellement, je vous recommande la gamme Iced Tea. Si vous voulez tester, passez par le lien en description et utilisez mon code RIOC5 pour avoir 5 € de réduction sur votre première commande. Tous les liens sont dans la description. Merci à tous ceux qui iront tester Oli. Ça soutient vraiment la chaîne et ça m'aide vraiment à vous proposer une meilleure qualité. Sur ce, portez-vous bien, buvez comme un pirate responsable et bon visionnage. はるか昔の文献といくつかのポーネグリフを読み解くことで我々はやがて一つの国の存在に気づいた。文献の上に浮かび上がったのはある巨大な王国の姿。 Pour commencer à tout élucider, il est impératif d'examiner en premier lieu ce qui est indéniablement manifeste dans la fresque. Car aussi vaste et labyrinthique soit-elle, environ 90% de son contenu demeure en réalité limpide. Sur le côté gauche de la fresque se dresse sans équivoque une vaste alliance unie dans un combat commun, composé de Nika, la figure emblématique de la libération, et Met, dont la symbolique pourrait revêtir une signification capitale, des samouraïs de Wano, reconnaissables à leur tenue et posture guerrière, des Minks, trahis par leurs traits bestiaux distinctifs, des Lunaria, identifiables par leurs flammes éternelles et leurs ailes caractéristiques, des Tontata, distingués par leur petite stature et leur queue touffue, des géants d'Elbaf,
aisément repérables grâce à leur imposante carrure, des casques de vikings et leurs boucliers massifs. Et surtout, Poséidon, dont la présence ancre la légende dans une réalité tangible. D'immenses baleines apparaissent également au sein de cette alliance. Des baleines insulaires, semblables à la Laboon, soulignant leur appartenance à une race intelligente et impliquée dans ce conflit ancestral. Cependant, l'élément le plus intriguant de cette coalition titanesque réside dans la silhouette d'un géant d'une stature colossale, dépassant de loin tous les autres. Il semble incarner une entité plus ancienne encore, un géant antique. Son apparence n'est pas anodine. En scrutant les détails de sa chevelure, les 2 bandes distinctives visibles sur la fresque et même son pantalon, il semble que sa conception visuelle évoque délibérément Oz. Se pourrait-il que ce soit Oz lui-même? Ou bien un ancêtre encore plus archaïque, un titan issu d'un passé oublié? Il pourrait s'agir d'un être ayant existé au cours du Deuxième Monde et dont l'héritage serait aujourd'hui ses vestiges et plus particulièrement son crâne devenu Onigashima. Mais au-delà des individualités, l'essence même de cette fresque nous révèle une vérité capitale. L'union de toutes les nations, de tous les peuples et de toutes les races du monde de One Piece dans une guerre unique contre un ennemi d'une envergure incommensurable. L'élément central de cette lutte semble être une flamme imposante dont la symbolique pourrait se révéler déterminante. Cette scène illustre-t-elle la bataille finale à venir? Ou bien est-elle une fenêtre sur le passé, dépeignant les événements cataclysmiques de la Grande Guerre du siècle oublié, marquant l'apogée du Deuxième Monde avant sa disparition? Une chose est certaine, cette fresque ne raconte pas une simple légende. Elle est un vestige du passé, une prophétie pour l'avenir et surtout une clé vers la vérité ultime de ce monde. Ensuite, regardons du côté droit de la fresque, où émergent d'autres éléments fondamentaux du lore de One Piece. Au centre de cette portion, un navire colossal attire immédiatement l'attention. Il s'agit sans l'ombre d'un doute de Noah. Son design est rigoureusement identique à celui que nous connaissons, confirmant son identité. Et plus encore, des animaux et des humains y entrent par paires. Une référence directe au récit biblique de l'arche de Noé, où chaque créature fut sauvée du déluge. Pourtant, dans One Piece, cette arche semble avoir été conçue pour embarquer l'humanité tout entière, et non simplement un échantillon de chaque espèce. Ce détail illustre un parallèle voulu par Oda, soulignant que Noah joue un rôle fondamental dans l'histoire, bien au-delà d'une simple référence religieuse. Mais ce navire de salut n'est pas le seul. Juste au-dessus, un second navire flotte dans le ciel, projetant des éclairs titanesques. Son apparence rappelle l'Arche Maxime, le vaisseau céleste utilisé par Ener lors de son ascension divine à Skypiea. Pourtant, il est évident qu'il ne s'agit pas réellement de Maxime. Tout porte à croire que cette fresque met en scène l'arme antique Uranus, une entité encore jamais révélée dans l'histoire. Oda adopte ici une mise en scène intelligente. Il emprunte l'imagerie de Maxime, permettant ainsi au lecteur d'identifier immédiatement la menace qu'incarne Uranus. Mais Maxime, dans l'arc Skypiea, n'était qu'un précurseur symbolique. Il annonçait l'existence d'une arme céleste réelle, capable d'anéantir des îles entières d'un seul coup. Ce contraste visuel renforce le message caché dans la fresque. Tout en haut, Uranus personnifie la destruction divine, projetant la foudre pour ravager le monde. En bas, Noah symbolise l'espoir, un dernier refuge destiné à préserver l'humanité et les autres races. Cette juxtaposition est puissante, suggérant une bataille cosmique entre le chaos et l'ordre. Mais ce n'est pas tout. Une silhouette massive se dessine également dans la fresque. Sa forme est caractéristique, il s'agit très probablement de Zunesha, puni pour un crime mystérieux. Sa présence ici confirme son lien profond avec le siècle oublié, le plaçant comme un témoin clé de cette époque révolue. Et enfin, un dernier détail se révèle. Un immense serpent infernal semble également représenté sur la fresque. Le symbole du serpent est un motif récurrent à travers toute l'histoire de One Piece, apparaissant dans de multiples cultures et lieux. À Rivers Mountain, l'équipage traverse une série de 10 arches gravées de serpents. À Little Garden, les géants Dory et Brogy font mention d'une créature qu'ils ne peuvent pas transpercer, appelée le serpent trempé dans le sang. À Alabasta, le roi Cobra porte un nom directement associé au serpent, et sous le palais, un musolé referme une fresque représentant un serpent. À Skypiea, les Chandiens vénéraient les serpents comme des divinités, allant jusqu'à leur offrir des sacrifices. Des sculptures de serpents sont également visibles dans les ruines de Chandora, tout comme sur les ruines de la Lune, où un serpent émergeant des eaux est représenté. À Amazon Lily, l'île elle-même est emblématique du culte du serpent. Maintenant que nous avons identifié avec presque certitude tous ces éléments, nous pouvons nous pencher sur ce qui rend cette fresque réellement fascinante. C'est ici que commence à se dessiner la réponse à tout, la clé de l'énigme que tout le monde se pose. Qu'est-ce que ce gigantesque soleil que nous voyons au centre de la fresque? Et quelle est cette étrange énergie qui semble se disperser partout dans la scène? Ces questions trouvent déjà un début de réponse dans l'arc Egghead. Vegapunk rêvait d'une utopie, un monde où existerait une source d'énergie infinie et inépuisable. Une énergie capable de supprimer toute forme de conflit lié aux ressources. Car avec une énergie illimitée, les ressources elles-mêmes deviendraient illimitées. Et c'est précisément là que réside l'un des thèmes fondamentaux de One Piece. Car depuis le début, toute l'histoire tourne en partie autour des conflits liés aux ressources. Qu'il s'agisse d'or, de terre ou de nourriture, la question des ressources revient sans cesse dans l'intrigue. C'est l'essence même du combat entre les possédants et les démunis. Et à maintes reprises,
Oda sous-entend qu'un modèle idéal serait un monde d'abondance infinie, une société libérée de la rareté et des inégalités qu'elle engendre. Or, ce qui est encore plus important, c'est qu'il est fortement sous-entendu que dans l'ère du deuxième monde, le royaume antique possédait en réalité ce type d'énergie. Sur Egghead, nous avons appris que Vegapunk ne faisait rien de moins que tenter de recréer ce qui existait à cette époque révolue. Car cette énergie antique était la pierre angulaire de la prospérité du royaume antique. Cette même énergie semble intrinsèquement liée à l'ère de Joy Boy et du deuxième monde. Nous savons que la création ultime de Vegapunk, Mother Flame, est décrite comme la seule source d'énergie assez puissante pour alimenter les armes antiques, exactement comme le royaume antique le faisait jadis. Ce lien est confirmé par les hiéroglyphes du peuple lunaire, qui montrent clairement qu'une sorte de Mother Flame était utilisée comme carburant pour ces armes colossales. Il est crucial de noter que ces événements, ceux décrits dans ces gravures, se déroulent également durant l'ère du deuxième monde. Et ce n'est pas un détail anodin, car nous savons que les habitants de la Lune sont descendus sur Terre durant cette même période, coïncidant avec le moment où le royaume antique utilisait cette énergie légendaire. Mais au-delà de ces observations, le plus marquant est la nature même du royaume antique, décrit comme un royaume extraordinairement prospère, d'un niveau de développement presque inconcevable, bien au-delà de ce qui est techniquement possible dans le monde moderne. Et cela fait sens, car ils avaient apparemment découvert ce que personne ne semble avoir trouvé, la réponse au problème de l'énergie illimitée. Tout ce que nous avons appris jusqu'ici converge vers ce point central, celui qui se trouve au cœur même de l'intrigue, l'énergie est la clé de tout cela. Cependant, un détail fondamental doit être pris en compte. Mother Flame, telle que Vegapunk la recrée, est incomplète. Il le dit lui-même, la Mother Flame qu'il a réussi à produire n'est qu'une version imparfaite de celle qui alimentait jadis le royaume antique. Plus encore, une autre énergie, bien plus ancienne, était celle qui alimentait Emmet. Une énergie que Vegapunk ne comprend toujours pas et qui, selon lui, est présente partout autour de nous, mais qui n'a jamais réussi à convertir. Si le royaume antique était capable d'utiliser cette énergie pour générer des Mother Flame qui alimentaient leurs armes antiques, alors Vegapunk a dû quant à lui en chercher une alternative. Une manière de recréer artificiellement ce qu'il ne pouvait obtenir naturellement. Et c'est probablement l'impossibilité d'accéder à la source d'énergie originale qui explique pourquoi sa propre Mother Flame reste incomplète. Ce sujet méritera une analyse plus profonde plus tard. Mais gardons cela en tête et revenons maintenant à ce que nous voyons sur le côté droit de la fresque. Ce qui est représenté sur le côté droit de cette fresque semble être bien plus qu'un simple vestige du passé. C'est la vision d'une civilisation avancée, un témoignage d'une ère où la technologie dépassait de loin tout ce que nous avons pu observer jusqu'ici dans le monde de One Piece. Les structures imposantes qui s'y dressent évoquent une véritable métropole moderne, plus proche de ce que l'on pourrait voir sur Egghead que de n'importe quelle autre nation ou royaume connu. Cependant, ce qui n'attire pas beaucoup l'attention mais qui pourrait être très important, ce sont ces petites orbes d'énergie dispersées partout dans la fresque, illuminant chaque recoin de cette scène. Ils ne sont pas simplement décoratifs, ils constituent l'essence même de ce qui a été disputé dans le passé. Ce que nous observons ici, dans cette civilisation hyper avancée, est un cycle d'énergie parfait. Une énergie infinie circulant continuellement à travers ses infrastructures, alimentant ses machines, ses systèmes et sa prospérité. Ce n'est pas un détail anodin, c'est le cœur de l'utopie dont parlait Vegapunk. Car ce que nous voyons ici, c'est précisément le fondement du royaume antique. Une société fondée sur une énergie illimitée, un monde où la rareté n'existe plus, où les conflits liés aux ressources sont éradiqués avant même d'apparaître. Cela expliquerait pourquoi ce royaume, aujourd'hui disparu, était si avancé, bien au-delà de ce qui est réalisable dans le monde actuel de One Piece. Ce qui est représenté ici n'est pas une simple légende, c'est une preuve visuelle que le royaume antique a bel et bien existé, et qu'il fonctionnait grâce à une énergie perpétuelle, exactement comme Vegapunk l'a décrit. Bien sûr, certains pourraient argumenter que ce que nous voyons à droite de la fresque ne représente pas le royaume antique, mais plutôt le premier monde, notamment à cause de la présence du grand serpent. Mais ce raisonnement ne tient pas lorsque l'on examine les autres éléments présents sur la même partie de cette fresque. Noah y est visible, or nous savons que Noah a été construit à la fin du deuxième monde. Et plus encore, Uranus est représenté en train de lancer des salves destructrices, un acte qui correspond précisément à ce qui s'est produit à la fin du deuxième monde, lorsque le cataclysme a englouti l'ancien monde sous les flots. Tout cela renforce l'idée que la civilisation hyper avancée que nous voyons n'est pas le premier monde, mais bel et bien le royaume antique lui-même, la société prospère qui existait avant sa destruction. Mais il reste encore 3 éléments majeurs qui demandent une explication. Le gigantesque soleil. Pourquoi cette source d'énergie que nous voyons partout dans la fresque semble-t-elle liée à ce soleil colossal tenu par cette figure démoniaque sur la gauche? Le grand serpent. Pourquoi est-il représenté de ce côté? Et quelle est sa signification réelle? Et le mystère des 3 mondes. Car pour comprendre pleinement ce que cette fresque nous révèle, nous devons d'abord percer le mystère des 3 mondes et leur véritable signification dans l'histoire de One Piece. Pour résoudre l'énigme des 3 mondes, il faut remonter à l'époque du deuxième monde, car c'est celui que nous pouvons reconstituer avec le plus de précision. Une fois ce puzzle complété, les pièces restantes s'imbriquent naturellement pour révéler la vérité sur le premier monde et le troisième monde. Le deuxième monde est l'époque où les habitants de la Lune sont descendus sur la Terre et où le royaume antique a prospéré. Ces faits sont établis à travers les gravures que nous avons pu observer dans l'histoire.
La raison de leur migration est simple, ils ont manqué de ressources sur la Lune, et ont donc dû chercher un refuge sur la planète bleue, un monde fertile, riche et accueillant. Dès cet instant, un rêve est né, un désir profond d'un avenir nouveau, d'une civilisation où l'abondance remplacerait la réalité, où l'énergie illimitée offrirait un monde sans conflit. Mais ils n'étaient pas les seuls à rêver, car à cette même époque, les habitants de la demi-lune nourrissaient aussi une ambition. De nombreux indices nous portent à croire que cette demi-lune fait directement référence à la tribu des Dits, le mystérieux clan dont le symbole ressemble à un croissant de lune. Les Dits ne sont pas un groupe anodin, c'est le fil conducteur de l'histoire du deuxième monde, le peuple clé du siècle oublié, celui dont nous cherchons désespérément à comprendre la volonté transmise de génération en génération du monde précédent jusqu'au nôtre. Nous savons également que les Dits étaient liés d'une manière ou d'une autre au royaume antique. Cela signifie que dans cette époque révolue, deux forces majeures partageaient un rêve commun. Les habitants de la Lune, contraints à l'exil et cherchant un avenir sur la Terre, et la tribu des Dits, un peuple qui portait une ambition similaire mais dont l'histoire a été effacée. La question devient alors inévitable. Leurs histoires sont-elles liées? Cette hypothèse devient d'autant plus pertinente lorsqu'on se souvient que le royaume antique a acquis les armes antiques durant cette même époque. Et selon les peintures murales que nous avons observées, au moins l'une de ces armes, Uranus, aurait pu être amenée sur la Terre par les habitants de la Lune. Cela suggère que leur avancée technologique et leur science étaient bien au-delà de tout ce que nous avons pu concevoir dans le monde actuel. Mais alors, qu'est-ce qui a conduit à leur chute? Qu'est-ce qui a déclenché le conflit qui a changé à jamais l'histoire du monde? Il reste deux éléments majeurs que nous devons comprendre. Le Soleil et les hommes qui l'ont détruit. Les hommes deviennent des dieux. Sur ce point, nous avons déjà une réponse claire. Les 20 rois humains, ceux qui ont uni leurs forces pour détruire le royaume antique, sont devenus les dirigeants du monde, se proclamant dieux après leur victoire. C'est le fondement du gouvernement mondial, et la raison pour laquelle les dragons célestes règnent aujourd'hui en tant que dieux autoproclamés du troisième monde. Mais la question cruciale demeure. Quel était véritablement ce soleil qui a été détruit? En quoi son existence a-t-elle semé les graines de la guerre qui a mis fin au deuxième monde? À travers les 3 passages de la fresque, un message constant se dégage autour du soleil. Un élément récurrent qui traverse les époques et semble être au cœur des plus grands secrets du monde de One Piece. Mais ce soleil est clairement distinct du dieu soleil dans le Halley, et nous savons que Nika est le dieu soleil. Donc ce soleil, omniprésent dans la fresque, représente quelque chose d'autre, quelque chose de fondamentalement crucial dans l'histoire du monde. Et plus encore, il est directement lié au cycle des 3 mondes. Dans le premier monde, le désir du soleil était interdit, un tabou absolu, quelque chose que l'on ne pouvait convoiter ou posséder. Dans le deuxième monde, le soleil fut la cause de la guerre, l'élément déclencheur d'un conflit qui allait remodeler l'histoire et détruire une civilisation entière. Et dans le troisième monde, celui dans lequel l'histoire actuelle se déroule, le retour du soleil semble être la clé pour parvenir enfin à une paix véritable. Un monde où la guerre et les inégalités pourraient prendre fin. Si nous voulons comprendre ce qu'est réellement ce soleil, nous devons mettre en relation tout ce que nous savons du deuxième monde dans lequel il a provoqué la guerre, et du troisième monde où il est censé amener la paix et la prospérité. Encore une fois, tout cela nous a déjà été expliqué sur Egghead, l'arc qui a marqué le début de la saga finale. Comme dit plus tôt, depuis le début One Piece a été centré autour d'un problème fondamental qui revient encore et encore, les ressources. C'est le cœur des conflits dans l'histoire. La bataille pour les terres, l'or, la nourriture, la hiérarchie entre les possédants et les démunis, l'inégalité qui structure le monde, bref, tout mène à la même conclusion. Et cette réponse à l'utopie, la seule véritable solution à ce problème a toujours été la même, une source d'énergie illimitée. C'est l'idée que sous-entend Egghead et le rêve de Vegapunk. Un monde où l'énergie est infinie, où tout le monde peut avoir tout ce dont il a besoin. Où il n'y a plus ni famine, ni pauvreté, ni guerre. Un monde où l'humanité ne se bat plus pour des ressources limitées, mais où l'abondance permet enfin l'unité et la paix. Et c'est là que tout devient évident. La guerre du siècle oublié a éclaté à cause de cette ressource. Le royaume antique possédait une forme d'énergie antique, une technologie inimaginable qui lui permettait de prospérer sans limite. Cette énergie était si puissante qu'elle pouvait même alimenter les armes antiques comme Mother Flame. Mais Imu et les 20 royaumes convoitaient ce pouvoir. Ils ont mené la guerre contre le royaume antique, non pas par pure idéologie, mais parce qu'ils voulaient s'approprier cette source d'énergie. Et nous savons que cette même dynamique se reproduit aujourd'hui. L'objectif ultime d'Imu est clair, s'approprier les armes antiques pour se proclamer Dieu absolu du monde. Celui qui détiendrait un pouvoir inégalé et pourrait ensevelir le reste du monde sous les océans. C'est un schéma que nous avons déjà vu à de multiples reprises dans One Piece. Le grand pouvoir peut être utilisé aussi bien pour le bien que pour le mal. Tout dépend de ce qui le détient et dans quel but il l'emploie. Et c'est précisément le cœur de la guerre du siècle oublié. Imu convoitait ce que possédait le royaume antique, une civilisation qui avait maîtrisé une source d'énergie infinie, leur permettant de prospérer et de surpasser toutes les autres nations. Mais au lieu de simplement détruire ce royaume, Imu voulait s'emparer de son énergie et des armes antiques, afin de les retourner contre le monde et d'asservir l'humanité sous son règne. À la fin de l'arc Egghead, 3 choses deviennent évidentes.
La puissance de cette énergie antique est ce que convoitaient Imu et les rois alliés. Ils savaient qu'elle conférait au royaume antique un avantage colossal, et c'est cette puissance qui a déclenché la guerre. Cette source d'énergie n'existe plus aujourd'hui, ou du moins, elle n'est plus accessible. C'est pour cette raison qu'Imu n'a pas pu utiliser les armes antiques depuis des siècles. Si Imu possédait cette énergie, il aurait déjà conquis le monde sans opposition. Or, il a dû attendre le 3e monde et compter sur Vegapunk pour tenter de recréer Mother Flame à partir de rien, prouvant ainsi que cette énergie lui échappe. Et troisièmement, un nouveau monde utopique ne pourrait exister que si cette énergie illimitée est retrouvée et utilisée pour le bien de tous. Tant que l'inégalité des ressources persiste, tant que le pouvoir est monopolisé, le cycle des oppressions continuera. Mais si l'énergie antique ressuscite, alors tout le monde pourra enfin changer définitivement. Tout cela correspond parfaitement aux 3 usages du terme soleil, tel qu'il est mentionné dans le 2e monde et dans le 3e monde. Le soleil ne fit qu'étendre les ravages de la guerre. Cette phrase signifie que les autres royaumes convoitaient ce que possédait le royaume antique, cette source d'énergie infinie qui leur permettait d'être technologiquement et militairement supérieurs. Ce fossé d'inégalité a attisé la jalousie et la peur, au point que les 20 royaumes se sont alliés pour les renverser. L'homme a tué le soleil. C'est la destruction du royaume antique, la fin du 2e monde et la disparition de son immense source d'énergie. Même si Imu et les 20 rois convoitaient cette source d'énergie, on peut supposer que sa destruction était obligatoire pour venir à bout du royaume ancien. Avec cette chute, le secret de cette technologie infinie a été perdu, plongeant le monde dans une ère de stagnation et de contrôle absolu par le gouvernement mondial. Le soleil revient et l'aube viendra. Cela nous dit que la véritable paix mondiale et l'utopie rêvée par Vegapunk ne seront possibles que lorsque cette source d'énergie illimitée renaîtra. Si l'énergie du royaume antique est retrouvée et libérée, alors le monde changera définitivement et ce cycle de domination pourra enfin prendre fin. C'est ce qui arrivera à la fin de la guerre finale. Ce n'est pas seulement un affrontement entre Luffy et Imu, ni une bataille pour le One Piece, c'est un combat ultime pour le futur du monde, pour savoir qui contrôlera cette énergie et surtout comment elle sera utilisée. Sera-t-elle monopolisée à nouveau pour un pouvoir tyrannique, ou bien partagée avec tous pour bâtir enfin le monde libre et égalitaire que Joy Boy avait rêvé? Le soleil est bien plus qu'un symbole. Il est l'héritage d'un monde perdu, la clé qui renfermera définitivement l'histoire des 3 mondes et l'élément qui décidera du destin de toute l'humanité. Maintenant que nous avons exploré le 2e et le 3e monde, il est temps de revenir aux origines, à l'ère du 1er monde où tout a commencé. Ce que nous savons de cette époque est troublant. Le soleil existait, mais son accès était interdit. Cela implique que ce pouvoir absolu était détenu par une élite, un groupe qui interdisait aux autres de le convoiter ou de l'utiliser. Mais un jour, un homme a brisé les règles, un esclave, un être asservi, est allé à l'encontre des interdits et a osé toucher le soleil. Mais alors, si l'humanité elle-même était privée de ce pouvoir, cela signifie qu'une autre race dominait les humains dans le 1er monde. Et en remontant les indices disséminés dans One Piece, un peuple s'impose naturellement, les Lunariens. Nous savons qu'avant l'avènement des dragons célestes, les Lunariens étaient considérés comme les dieux du monde. Ils vivaient au sommet de Red Line, dominant le reste du monde depuis leur terre céleste. Mais jusqu'où remonte leur règne? Difficile à dire avec certitude, mais leur disparition progressive, leur persécution et leur réduction à l'état de vestige d'une civilisation éteinte suggèrent qu'ils ont été les maîtres du 1er monde avant de tomber. L'hypothèse selon laquelle les Lunariens détenaient le soleil, c'est-à-dire la source d'énergie infinie, est cohérente avec ce que nous savons. Après tout, les sortes de Mother Flame qui semblaient être issues de cette énergie antique partagent un lien direct avec les flammes éternelles que les Lunariens portent sur leur dos. Leur propre physiologie témoigne d'un lien profond avec cette force. Si les Lunariens étaient les gardiens de cette énergie sacrée, alors l'histoire prend un tournant brutal. Les humains, autrefois soumis, ont fini par renverser leur maître. Cela s'intègre parfaitement au schéma narratif d'Oda qui affectionne les cycles de domination inversés. À travers One Piece, nous voyons sans cesse des oppresseurs devenir opprimés et vice versa. Les hommes poissons étaient esclavagisés, mais aujourd'hui, ils rêvent d'une coexistence avec le monde de la surface. Les Chandiens furent massacrés et chassés, mais ils ont retrouvé leur terre sacrée. Alabasta, Skypiea, Dressrosa, Wano. Chaque arc illustre un cycle de pouvoir brisé, des dominants tombant et des subordonnés se libérant. Et vice versa. Les humains autrefois soumis seraient devenus oppresseurs à l'instar d'Orochi, Oddie Jones ou Arlong. Ainsi, imaginez que les Lunariens, autrefois les dieux du monde, dominaient l'humanité, mais que leur règne a été renversé lorsque les humains ont réussi à prendre possession du soleil, s'inscrit parfaitement dans cette structure cyclique. La chute des Lunariens aurait donc commencé au moment où les humains ont mis la main sur cette énergie infinie. Et avec ce pouvoir entre leurs mains, ils ont pu exaucer un vœu. Un souhait qui a changé le monde à jamais. C'est à ce moment-là que le dieu du soleil est apparu pour la première fois et qu'un nouveau cycle s'est enclenché. Mais ici, nous devons marquer une pause et aborder 2 questions fondamentales avant d'aller plus loin. Comment le monde a-t-il changé après cet événement? Et les différents dieux mentionnés dans ces textes doivent-ils être interprétés de manière littérale? C'est ici que nous devons comprendre un point essentiel à propos des récits.
Beaucoup de lecteurs risquent d'interpréter ces références divines d'une manière trop simpliste, en leur attribuant un sens strictement mythologique ou surnaturel. Mais One Piece n'a jamais été une œuvre où la vérité est aussi évidente. Ces textes sont peut-être une réécriture, une interprétation biaisée des événements historiques transformés en légendes. Nous devons analyser ces indices avec prudence, car la réponse à ces mystères ne réside peut-être pas dans le divin, mais dans l'histoire occultée du monde. En réalité, en ce monde, la vérité n'existe pas. Tout le monde peut devenir un dieu ou un démon, pour peu que les autres en décident ainsi. Hajime Isayama. L'usage du terme dieu à travers ces textes est un élément récurrent, et certains pourraient interpréter que le dieu de la terre et le grand serpent ont littéralement détruit le monde. Mais il est crucial de comprendre la nature symbolique des écrits. Ce ne sont pas des archives historiques objectives, mais une relecture religieuse des événements par un peuple en particulier, les géants. Dans One Piece, les grandes transformations du monde sont souvent attribuées à des figures divines. Mais cela ne signifie pas nécessairement que ces dieux ont réellement existé ou qu'ils en sont réellement. Il s'agit de croyances, de récits interprétatifs façonnés au fil du temps par des civilisations anciennes, transformant des événements historiques en légendes sacrées. Cette idée est répétée à plusieurs reprises dans l'œuvre. Les peuples expliquent le passé à travers le prisme de leur foi. Mais derrière ces légendes se cachent des événements réels. Oda le met en évidence aussi clairement que possible. Que Nika ait existé ou non n'a aucune importance. Ce qui compte, c'est la croyance collective, car si suffisamment de personnes croient en une idée, alors elle peut se manifester à travers le pouvoir des fruits du démon, à travers le pouvoir des rêves. Et c'est précisément ce qui semble s'être produit lorsque l'homme a touché le soleil dans le premier monde. Mais nous y reviendrons bientôt. Le plus grand indice nous montrant que nous ne devons pas prendre les affirmations sur le dieu de la terre, le serpent et le dieu de la forêt au sens littéral, c'est que nous savons réellement ce qui s'est passé durant le deuxième monde. Le monde n'a pas été inondé par la colère d'un dieu des mers. Nous savons que ce cataclysme fut causé par l'humanité elle-même. Une arme antique a été utilisée de manière répétée, à une échelle massive, tout au long d'une guerre sanglante et dévastatrice. Les frappes incessantes de cette arme ont déréglé l'équilibre de la planète, provoquant l'engloutissement progressif des continents sous les flots jusqu'à ce qu'il ne reste que des îles éparpillées. Mais dans ces écrits religieux qui relisent l'histoire sous une perspective mystique, ce grand déluge est présenté comme une punition divine, plutôt qu'une conséquence directe de la guerre et des armes antiques. Ces textes décrivent une colère divine s'abattant sur le monde pour punir l'humanité de ses péchés. Ce texte n'est donc pas un compte-rendu historique exact, il est une métaphore, une interprétation religieuse d'un événement réel. Et si nous appliquons cette même logique au premier monde, alors le récit du dieu de la terre se retournant contre l'humanité, ainsi que l'apparition du grand serpent, ne doivent pas être pris au pied de la lettre. Ce sont probablement des allégories, des représentations religieuses d'événements qui ont véritablement eu lieu. Et si l'on s'en tient à ce modèle, alors ce que nous voyons dans ces récits fait référence à un autre bouleversement planétaire, bien avant le grand déluge du deuxième monde. Car le premier monde s'est achevé par un changement colossal. Nous savons que le deuxième monde a commencé avec une planète divisée en continents, mais qu'il s'est terminé sous un océan immense, où seules des îles ont survécu. Cela signifie que le premier monde a dû lui aussi subir une transformation géologique majeure, quelque chose qui a redéfini la planète elle-même. Alors, qu'est-ce qui a déclenché ce changement? Et quelle est la véritable nature de ce grand serpent qui semble être au cœur de cette transformation? Le premier monde s'est achevé dans un cataclysme tout aussi dévastateur que celui qui a marqué la fin du deuxième monde. Mais cette fois, ce n'était pas l'eau qui était en cause, c'était la terre elle-même, qui s'est fracturée et transformée. Dans le deuxième monde, nous avons la colère du dieu des mers, une version mystifiée de l'engloutissement des continents provoqué par l'usage excessif des armes antiques. Mais dans le premier monde, nous avons la colère du dieu de la terre. Cela implique que les premiers grands cataclysmes du monde étaient liés aux continents et non aux océans. La réponse est sous nos yeux depuis longtemps. Oda a laissé un indice évident, la Pangée. Le château de Pangea, qui trône au sommet de Red Line, au centre du monde, est une référence directe au continent originel de la Terre. Un immense territoire unique avant qu'il ne soit brisé en morceaux. Le monde de One Piece était très probablement un supercontinent à son origine. Une masse terrestre unique où tout était connecté. Puis vint le premier cataclysme, un événement qui a fracturé la Pangée d'origine et provoqué deux transformations majeures. Le continent original s'est brisé de force, se divisant en fragments dispersés, et Red Line fut formé, encerclant le globe et séparant les morceaux de l'ancien continent. Dans la version religieuse des géants, cela a été interprété comme la colère du dieu de la terre, une force céleste ayant fracturé le monde en réponse aux transgressions humaines. Mais ce n'est pas un récit littéral, c'est une allégorie. Le grand serpent maléfique enroulé autour du monde n'est autre qu'une métaphore de Red Line elle-même. Dory et Brogy parlent d'un grand serpent rouge sur Little Garden, mais aucune créature de ce type n'existe. Il s'agit d'une image représentant l'apparition de Red Line, une barrière qui a encerclé le globe et redéfini sa géographie à jamais. Tout comme le déluge du deuxième monde était une relecture mythologique de la submersion des continents, la rupture du premier monde est décrite comme une punition divine, mais elle fait en réalité référence à un bouleversement géologique ou un conflit majeur ayant remodelé la planète. Ce qui est capital, c'est que ce n'était pas qu'une catastrophe naturelle. Il y a très probablement eu un véritable affrontement, un événement d'une grande ampleur,
qui a déclenché ce changement et mis fin à la domination d'une ancienne civilisation. Exactement comme le deuxième monde s'est achevé par une guerre qui a submergé les continents sous les océans. Et cela explique un autre élément clé. Les Lunariens, autrefois maîtres du monde, semblent s'être installés au sommet de Redline au début du deuxième monde. Mais à cette époque, l'humanité n'était plus sous leur domination car les hommes avaient revendiqué le soleil, l'ancienne source d'énergie infinie. L'humanité a prospéré dans le deuxième monde, tandis que les Lunariens ont commencé à décliner, marquant une inversion du cycle de domination. Mais la preuve ultime que le monde était initialement un continent unique et qu'il a subi deux transformations majeures vient de la dernière ligne de chaque texte sacré. Dans les deux premiers mondes, une immense calamité mondiale a déchiré et séparé la planète, suivie d'une phrase clé « Ils ne se reverront plus jamais ». À chaque fois, quelque chose est perdu ou divisé à une échelle gigantesque, et cela est présenté comme une rupture définitive. Mais alors, que se passera-t-il à la fin du troisième monde? Tout se réunira en un seul morceau, et ainsi, sous nos yeux, se dévoile l'épopée complète de One Piece. C'est le récit d'un monde brisé non pas une, mais deux fois. Le premier monde a été détruit par une fracture terrestre, le deuxième monde a été détruit par une inondation massive, et le troisième monde sera celui où tout pourra être réparé et réuni à nouveau. Mais cette fois-ci, ce sera différent. Car nous savons une chose essentielle. Le premier monde était imparfait. Dans cet ancien monde, l'homme était esclave, dominé par une race supérieure, privée du soleil jusqu'à ce qu'un événement se produise, l'apparition de Nika. Mais alors, comment Nika est-il apparu si les histoires de Dieu sont allégoriques? Nous pouvons enfin répondre au secret du soleil. C'est la clé de l'événement qui a changé le monde. Quelque chose a changé lorsque l'homme a touché le soleil. Ce simple acte a déclenché un phénomène sans précédent. Un événement qui a brisé l'ordre établi du premier monde et déclenché un cycle qui se perpétue encore aujourd'hui. À cet instant précis, l'homme a fait un vœu. Il a souhaité la venue de Nika. Et ce n'est qu'à ce moment-là que Nika est apparu. Cela correspond exactement au fonctionnement du fruit de Nika tel que nous le connaissons aujourd'hui. Ce fruit n'est pas apparu par hasard. Il a été créé par la volonté collective, par le pouvoir des rêves, un concept fondamental dans One Piece. Les gens ont cru en Nika, et leurs croyances ont suffi à le faire exister sous la forme d'un fruit du démon. Alors si toucher le soleil a permis à Nika d'apparaître pour la première fois, cela signifie que le soleil est lié au pouvoir des fruits du démon. L'hypothèse est vertigineuse, mais les indices nous y mènent inexorablement. Si le soleil n'est pas seulement une source d'énergie antique, mais un catalyseur capable de libérer les pouvoirs des rêves, alors tout commence à s'assembler. La mystérieuse énergie antique que Vegapunk cherchait désespérément à comprendre ne serait autre que l'énergie des rêves humains. Une force immatérielle qui existerait partout, mais que seul le soleil permettrait de convertir en une forme tangible. Si cela est vrai, alors tout fait sens. Depuis le début, One Piece tourne autour du pouvoir illimité des rêves. Vegapunk lui-même a affirmé que cette énergie est présente partout autour de nous, mais qu'il ne savait pas encore comment l'exploiter. Nous savons également que les fruits du démon sont directement liés aux rêves humains. Ils naissent du pouvoir de l'imagination collective, ce qui signifie que les rêves ont un pouvoir réel dans l'univers de One Piece. Alors pourrait-il être possible que le mystérieux soleil, que l'homme a touché dans le premier monde, soit ce qui a permis aux rêves de commencer à se manifester sous une forme réelle? L'énergie diffusée que nous voyons partout sur la fresque ne serait-elle pas simplement la visualisation de cette force libérée à travers le soleil? Cela expliquerait deux choses essentielles. L'origine des fruits du démon, pourquoi et comment les fruits du démon sont apparus pour la première fois, pourquoi sont-ils liés aux désirs et aux rêves des gens, ainsi que la nature de l'ancienne source d'énergie dont Vegapunk parlait. Pourquoi elle était omniprésente mais inexploitable, et pourquoi elle semble avoir disparu après la chute du deuxième monde. Si toucher le soleil et faire un vœu a permis à Nika d'apparaître pour la première fois, alors ce moment a marqué la naissance d'un phénomène inédit. Après cet instant, les rêves humains ont pu commencer à prendre une forme tangible, une forme perceptible et exploitable, créant les premiers fruits du démon. Et naturellement, le premier vœu d'un esclave n'aurait pu être que celui d'un sauveur, d'un libérateur, un dieu qui viendrait briser ses chaînes. Ce désir profond et universel aurait alors donné naissance au premier fruit du démon et au premier Nika. Et c'est ici que se trouve la preuve la plus simple que le dieu du soleil du premier monde n'était pas un être divin préexistant, mais bien une création née du pouvoir des rêves. Si Nika était un dieu réel, alors il aurait dû exister avant que l'homme ne touche le soleil. Mais Nika n'apparaît que suite à cet événement, après que le premier esclave ait exprimé son souhait et brisé l'interdit du soleil. Si le Nika mentionné dans le premier monde avait été un véritable dieu préexistant, alors il aurait dû répondre aux prières des esclaves bien avant que l'homme ne touche le soleil. Mais ce n'est pas ce qui s'est passé. Oda nous a clairement dit que One Piece ne pose pas la question de l'existence réelle des dieux. L'arc Skypiea nous a enseigné que perdre du temps à essayer de déterminer quels dieux sont réels ou non n'a aucun sens. La véritable magie du monde de One Piece ne vient pas des dieux, mais de l'homme. Elle vient du pouvoir que nous possédons, du pouvoir de nos rêves. Et c'est exactement ce qui s'est produit lorsque l'homme a touché le soleil. Pourquoi ? Parce que le soleil semble détenir un pouvoir unique, un pouvoir qui permet de transformer les rêves en réalité. Dans One Piece, toute chose naît de l'espoir. Alors que l'humanité a enfin osé toucher le soleil, l'énergie des rêves a commencé à se manifester sous une forme tangible.
sous une énergie réelle capable de remodeler le monde. La preuve ultime de ce phénomène se trouve sur le côté droit de la fresque. Nous avons cru que cette scène représentait une simple civilisation avancée, mais elle illustre bien plus que cela. Ce que nous voyons n'est pas seulement une société technologiquement supérieure, c'est un cycle fondamental, un cycle où l'énergie des rêves devient la force motrice du monde. Tout devient limpide si nous comprenons que ce cycle représente la transformation des rêves en énergie. Cette énergie existe partout autour de nous, comme nous l'a dit Vegapunk, mais elle n'est plus accessible aujourd'hui. C'est cette même énergie qui a donné naissance aux fruits du démon, et cette même énergie qui a autrefois été convertie pour alimenter une civilisation entière. Depuis que l'homme a touché le soleil, les rêves sont devenus une source d'énergie. Ce cycle sur la fresque nous montre clairement les humains possédant en eux une partie de cette mystérieuse énergie, une force qui les relie à leurs propres rêves. À la fin de leur vie, leur énergie ne disparaît pas, elle est transmise. Les halos lumineux autour des mourants montrent cette transmission, et de nouveaux humains naissent, portant les rêves de ceux qui les ont précédés. Et c'est exactement l'un des thèmes majeurs de One Piece, la transmission de la volonté. Cela signifie qu'Oda nous a montré depuis longtemps que le pouvoir infini des rêves n'est pas simplement une métaphore, mais une véritable force tangible et exploitable. Sur Egghead, Oda a commencé à expliciter ces concepts. Les rêves ne sont pas seulement puissants d'un point de vue philosophique, ils peuvent être libérés sous une forme d'énergie, une forme infinie capable de changer le monde. Vegapunk a tenté de recréer cette énergie avec Mother Flame, mais il a échoué à percer son véritable secret. Car autrefois, cette énergie était partout autour de nous. C'était elle qui alimentait Emmet, cette force que Vegapunk n'a jamais réussi à comprendre. Et si nous avons perdu cette énergie, ce n'est pas parce qu'elle a disparu, mais parce que nous avons perdu le soleil. Car le texte du deuxième monde nous l'a déjà dit. Les hommes tuèrent le soleil. C'est ce soleil qui nous permettait d'exploiter l'énergie des rêves. C'est lui qui convertissait les désirs en une force réelle. Et nous devons le retrouver, car c'est lui qui fera naître l'aube dans le troisième monde. Mais le fait ultime, celui qui démontre définitivement que les rêves sont une véritable force physique, est déjà sous nos yeux depuis longtemps. C'est ce qu'Oda a fait avec un autre concept central, la volonté de l'homme. Depuis le début de One Piece, nous avons entendu d'innombrables fois parler de la force de la volonté, de l'ambition, de la conviction. Et à la fin, nous avons découvert que la volonté peut littéralement se manifester sous forme d'un véritable pouvoir, le haki. Alors, si la volonté peut devenir une force physique, pourquoi les rêves ne pourraient-ils pas devenir une source d'énergie? Le haki est littéralement la volonté de l'homme manifestée en une puissance réelle. C'est une énergie intrinsèque, une force qui naît de la détermination pure et qui, lorsqu'elle est assez forte, peut même fendre les cieux. Il s'agit d'un pouvoir naturellement présent en chaque être humain, un pouvoir qui ne dépend pas d'un artefact, mais qui émerge de la personne elle-même. Ainsi, la révélation que les rêves possèdent également leur propre énergie, une force tout aussi réelle que la volonté, complète parfaitement les deux piliers thématiques majeurs d'Oda, la volonté de l'homme et les rêves de l'homme. Ce sont les deux forces fondamentales qui existent dans l'univers de One Piece. Cette énergie des rêves est exactement ce que Vegapunk désigne comme étant présente partout autour de nous, et c'est cette même énergie que nous voyons représentée sur la fresque. C'est elle qui explique ce que les humains portent en eux, ce qu'ils transmettent dans ce cycle de vie et de mort. C'est elle qui, dans le passé, pouvait être convertie, servant de source d'énergie infinie, capable d'alimenter une civilisation entière et même les armes antiques. Le chapitre où cette idée s'est introduite s'intitule littéralement « Le rêve d'un génie ». Et juste avant que la fresque soit dévoilée, il nous est dit que cela pourrait être un rêve. Il n'y a plus aucun doute possible, les rêves sont la réponse. Et maintenant, nous revenons enfin à la clé de tout cela, le soleil. Lorsque l'homme a touché le soleil, le pouvoir des rêves a été libéré dans le monde. Nika fut le premier rêve à se manifester, le premier vœu exaucé, le premier fruit du démon créé, le premier utilisateur d'un pouvoir dépassant les lois naturelles. Et maintenant, tout s'emboîte parfaitement. Après que l'homme ait touché le soleil et que Nika soit apparu, un événement majeur s'est produit, l'histoire du monde a basculé. Un conflit colossal a éclaté, si puissant qu'il a fracturé le monde, brisant le supercontinent originel et donnant naissance à Redline. Ce fut le premier cataclysme. Si nous suivons cette logique, alors ce n'est qu'après cet événement, après que l'énergie des rêves ait été libérée dans le monde, que les fruits du démon ont commencé à se manifester. Et parmi les tout premiers fruits, il y avait probablement les plus puissants, ceux qui incarnent les désirs les plus profonds et les plus redoutables des hommes, comme le pouvoir de briser le monde lui-même. L'idée que les fruits du démon ont réellement commencé à apparaître après que le soleil ait été touché se confirme si l'on regarde le début du deuxième monde. Nous pouvons maintenant compléter les premières lignes du texte. Le dieu de la forêt envoya ses démons. Si le premier monde a complètement changé après que l'homme ait touché le soleil, alors au début du deuxième monde, c'est là que la grande majorité des fruits du démon ont probablement commencé à se répandre. Il est très probable que les utilisateurs de fruits du démon soient ce qui est désigné ici comme étant les démons. Et puisque les utilisateurs de fruits du démon sont un élément fondamental dans le monde de One Piece, il serait logique que leur apparition soudaine soit un événement majeur dans l'histoire du monde. Le plus grand indice vient du fait que cette expansion des démons est attribuée au dieu de la forêt. Pourquoi ? Parce que ce sont des fruits du démon, et que les fruits sont naturellement associés aux arbres. Si toutes ces personnes puissantes ont émergé en consommant des fruits interdits, alors dans la version des géants, ils auraient naturellement supposé que ces pouvoirs provenaient du dieu de la forêt.
De nombreuses théories ont déjà suggéré que tous les fruits du démon ont poussé à l'origine sur un seul arbre, l'arbre d'Ève, avant d'être dispersés à travers le monde. D'ailleurs, dans la fresque, nous voyons un dieu représenté au sommet d'un immense arbre. Cela expliquerait parfaitement pourquoi les géants parlent du dieu de la forêt comme étant à l'origine de ses pouvoirs démoniaques. Mais ce qui renforce encore plus l'idée que le soleil était le catalyseur ayant permis aux rêves de se manifester sous forme d'énergie, c'est le fait que depuis la disparition du soleil, aucun nouveau fruit du démon est né dans l'ère moderne. Nous avons des encyclopédies qui répertorient tous les fruits du démon existants. Mais pourquoi de nouveaux fruits ne continuent-ils pas d'apparaître s'ils sont le produit des rêves humains? La réponse est simple. Le soleil est nécessaire pour que les rêves prennent forme et deviennent une énergie qui se propage dans le monde. De la même manière que nous avons perdu la capacité d'utiliser l'énergie des rêves pour alimenter la technologie après la disparition du soleil, nous avons également perdu la capacité de créer de nouveaux fruits du démon. Tout simplement parce que le soleil est le conduit de l'énergie des rêves. Certains pourraient estimer que révéler que toute la magie vient du soleil ruinerait la magie de l'histoire. Pourtant, One Piece martèle que l'existence ou non des dieux importe peu. Si suffisamment de gens y croient, cela devient réel. Alors devinez quoi? Ces dieux puissants existent, mais d'une manière différente. Si le fruit de Nika existe, c'est parce que tant de personnes ont cru au dieu du soleil. Et devinez quoi d'autre? Il y a de fortes preuves qu'un fruit du serpent existe également, car c'était le mythe central du premier monde. Et si ce fruit du serpent existe, il est sûr que c'est Imu qui le possède. Si l'on considère que le serpent du monde est le grand ennemi à abattre dans la guerre finale du Ragnarok nordique, alors cela prend tout son sens. De plus, dans l'arc Skypiea, Oda a clairement montré que le faux dieu maléfique était représenté par un grand serpent qui devait être abattu. Mais voici ce qui est encore plus important. Ce serpent du monde a été décrit comme étant un serpent de flamme de l'enfer. Et cela semble correspondre exactement au pouvoir d'Imu, car Imu possède des capacités troublantes. Il est capable de créer des flammes infernales lorsqu'il agit avec ses subordonnés, et il semble également pouvoir leur accorder des pouvoirs. Si Imu a mangé ce fruit, alors cela signifie qu'il a acquis un immense pouvoir à cette époque. Et maintenant, nous entrons dans le troisième monde. Et tout semble enfin clair. Le dieu du soleil arrivera et il dansera. Luffy sauvera le monde. Mais plus encore, le soleil perdu depuis la fin du deuxième monde reviendra. Et avec lui, le monde lui-même sera réparé. Nul doute qu'ils se reverront. Cela signifie l'inversion du déluge, la destruction de Redline et peut-être même la reformation de la Pangée. Mais au-delà de ces événements, une question encore plus fondamentale émerge. Quelle est l'histoire qui se déroule à travers ces trois mondes? Car souvenez-vous, tout ce lore n'est pas juste une accumulation d'éléments aléatoires qu'Oda invente au fil du temps. One Piece est une histoire, et chaque révélation, chaque mythe, chaque légende s'aligne sur un message global que l'auteur construit depuis le début. Oda ne raconte pas simplement une épopée, il nous guide vers une conclusion logique et thématique. La chute de deux mondes imparfaits avant l'émergence du véritable monde utopique. Le premier monde, c'était un monde entier, non fragmenté, mais imparfait. Les dieux maléfiques régnaient, et les hommes étaient réduits en esclavage sous leur domination. Mais l'homme a touché le soleil, il a fait un vœu, et le monde a changé à jamais. Le deuxième monde, c'était l'ère des rêves. Les fruits du démon sont apparus, le royaume antique a prospéré grâce à une énergie infinie, et pour la première fois, l'homme n'était plus esclave des dieux. Mais ce monde était encore imparfait, car seul le royaume antique prospérait, tandis que les autres nations convoitaient son pouvoir. Cela a conduit à la guerre et à la lutte pour s'approprier l'énergie des rêves. À la fin, des forces corrompues ont pris le contrôle, plongeant le monde dans une ère encore plus brisée qu'avant. Le troisième monde, c'est celui où tout sera réparé. Les forces maléfiques seront renversées, le monde sera restauré dans son état originel, mais cette fois-ci, sans oppression, sans domination. Le soleil et son énergie des rêves ne seront plus monopolisés. Le monde entier vivra enfin ensemble, et en un seul morceau. Et tout cela a du sens lorsqu'on analyse One Piece. En partant de ce qu'Oda nous a déjà clairement montré, l'idéal du monde, tel qu'il est représenté tout au long de la série, un monde divisé, où les races et les nations sont en compétition, où les ressources sont accaparées, où les terres sont disputées, où certains règnent sur les autres, ce sont toutes ces imperfections qu'Oda a mises en avant et qui doivent être éliminées. Et l'auteur nous a déjà montré la vision idéale du monde sur Skypiea. Skypiea est une miniature de l'histoire entière de One Piece. À la fin de Skypiea, nous voyons ce que ce monde idéal devrait être. Un monde où tout le monde vit ensemble, sur la même terre, partageant le même foyer, non plus divisé en îles et en territoires séparés. Un monde où les ressources infinies sont partagées équitablement, représentées sur Skypiea par l'Averse. Et cela ne peut être atteint qu'en vainquant les dieux maléfiques, ceux qui se croient supérieurs aux autres et qui veulent gouverner injustement. Symboliquement, nous voyons même une flamme, une lueur, une lumière au centre de cette utopie, un soleil. L'utopie qui apportera l'aube d'un monde nouveau et une fin heureuse. C'est un monde où tout le monde vit ensemble, sans frontières et sans division. Un monde où les ressources infinies sont accessibles à tous, où chacun a ce dont il a besoin pour vivre librement. C'est le rêve de Vegapunk et la véritable magie du monde de One Piece. Le pouvoir des rêves. Une force qui peut littéralement alimenter une société parfaite. Mais il manque une pièce essentielle au puzzle. Le soleil. Le soleil a disparu. Et nous sommes peut-être maintenant engagés dans une quête pour le redécouvrir.
car nous savons maintenant que vaincre Imu et les dragons célestes ne suffira pas. L'aube ne pourra pas être apportée au monde tant que nous n'aurons pas retrouvé le soleil. Car nous ne pourrons pas exploiter à nouveau cette énergie infinie des rêves, cette force qui nous entoure, cette force qui a été perdue il y a 800 ans. Dans le chapitre 1068, un détail troublant se répète chez Vegapunk. À chaque fois qu'il évoque un concept clé, il pointe instinctivement du doigt l'élément correspondant. Il désigne le sommet lorsqu'il parle de s'y rendre, il pointe le vide en évoquant la lumière qui l'entoure, et enfin, il pointe le fil lorsqu'il parle de la source d'énergie antique qu'il recherche. Ce geste n'est pas anodin, il signifie indirectement que Luffy, ou plus précisément le pouvoir qu'il détient, est directement lié à cette énergie perdue. Et si cette énergie est ce que nous avons identifié comme étant le soleil, alors cela signifie que le Itto Itonomi modèle Nika pourrait être une clé permettant de le restaurer. Nous avons établi que le soleil était la source d'énergie antique, permettant au rêve de devenir réel, et donnant naissance au fruit du démon. Ce soleil était le fondement même du deuxième monde, mais ce soleil a été tué par ceux qui sont devenus des dieux. Lorsque Joy Boy a été vaincu, l'énergie infinie du royaume antique a disparu avec lui. Mais récemment, Vegapunk a créé Mother Flame, une version incomplète de ce soleil. Et c'est là qu'intervient le Itto Itonomi modèle Nika. Pourquoi est-ce que le gouvernement mondial veut-il récupérer le Itto Itonomi? Si le soleil était à la base de tout et que les fruits du démon sont ses produits, alors pourquoi le Itto Itonomi modèle Nika serait-il la clé de sa renaissance? La réponse tient dans la nature elle-même de ce fruit. Contrairement aux autres fruits du démon, le Itto Itonomi ne confère pas simplement un pouvoir physique ou élémentaire, il altère la réalité à travers l'imagination et la liberté. Il ne suit pas les règles établies par la nature, il les défie et surtout, il est directement lié au soleil. Si le soleil était l'énergie qui permettait aux rêves de se concrétiser et aux fruits du démon d'exister, alors le fruit de Nika pourrait être un catalyseur permettant d'accéder à cette énergie disparue grâce à Mother Flame. Le gouvernement mondial ne voulait pas seulement empêcher ses ennemis d'accéder à ce pouvoir, il voulait le contrôler. Si le Itto Itonomi permet d'exploiter, manipuler ou même réanimer cette énergie disparue, alors ils avaient besoin de le posséder. Avec ce fruit entre leurs mains, ils auraient pu ramener le soleil, mais sous leur domination. Le problème majeur est que le fruit de Nika ne peut pas être utilisé par n'importe qui. Le gouvernement mondial a peut-être cherché à l'expérimenter ou à le faire manger à l'un de ses agents, mais ce fruit choisit son porteur. Il ne peut être pleinement éveillé que par quelqu'un incarnant l'esprit de Nika, un être libre, un Joy Boy. Face à cette impasse, ils ont préféré effacer son existence plutôt que d'avoir une arme qu'ils ne pouvaient pas manier. Ils ont tenté de le garder sous surveillance, espérant qu'il ne tombe jamais entre de mauvaises mains. Mais ce qu'ils craignaient est arrivé, Luffy a réveillé Nika. Et lorsque Vegapunk pointe Luffy du doigt en parlant de l'énergie qu'il cherche, il annonce sans le savoir que le processus est déjà en cours. Le soleil n'est pas encore totalement de retour, mais les éléments clés de sa résurgence sont désormais actifs. C'est cela que redoute le gouvernement. Ce n'est pas simplement la force de Luffy ou sa capacité à vaincre Imu qui les effraie, c'est le fait qu'il détient, inconsciemment, la clé qui pourrait ramener le pouvoir qu'ils ont tenté d'obtenir il y a plus de 800 ans. Le monde a été brisé 2 fois, mais cette fois-ci, Luffy le réparera pour de bon. Et One Piece, ce seul morceau, ce rêve ultime, ne sera pas un simple trésor. Ce sera le monde lui-même. Un monde entier, réparé, unifié. Un monde enfin libre. Et voilà, c'est la fin de cette vidéo qui a exigé un investissement conséquent, donc merci infiniment d'avoir suivi jusqu'à la fin. Si cette vidéo vous a captivé, n'hésitez pas à exprimer votre appréciation en likant, partageant et en vous abonnant à ma chaîne. N'oubliez pas d'activer la cloche et de laisser un commentaire. Je vous invite également à explorer mes comptes TikTok, Instagram et Twitter. C'est totalement gratuit, cela me fait plaisir et cela contribue énormément à l'essor de la communauté. Un grand merci à ceux qui prendront le temps pour tout cela, et salut!